reçois par WhatsApp des messages de ces étudiants que j'accompagne en Iran. On va sur le terrain ensemble et puis il y a ceux qui font leur doctorat, qui sont en Iran mais qui font des doctorats franco-iraniens que j'aide ici parce que c'est compliqué pour aller dans les archives, donc c'est moi qui vais, je fais des photos, les scanne, je leur envoie là-bas, mais je ne pouvais plus rien envoyer puisqu'il n'y a pas d'internet. Et là, d'un seul coup, la vie revient, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un ressort qui est cassé. C'est-à-dire qu'ils sont désabusés. Ils ne savent pas comment ils vont même se remotiver pour leur recherche, parce qu'ils n'ont pas le moral pour l'avenir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Voilà. C'est le sentiment que je ressens, et c'est terrible. Voilà. Donc, vous voyez, on a parlé des morts, mais moi je veux parler des vivants, parce que c'est pas facile pour ceux qui aujourd'hui vivent en Iran, ceux qui travaillent avec Snap, les petits taxis, là, quand il n'y a pas d'internet, pour rester 3 semaines au chômage, il n'y a pas de compensation, il n'y a rien. Il y a le principe Uber Food qui livre les repas à domicile que les gens commandent. Pendant 3 semaines, pas de téléphone, pas de boulot. Donc en plus de l'inflation, le change, quand j'y étais là, au mois de décembre, tous les jours, le change était défavorable pour le rial. Et donc, à cela est venu se rajouter cette incurie qui existe depuis un mois. Donc, la vie n'est pas facile du tout là-bas. Voilà, indépendamment de la sécurité. Parce qu'il y a aussi cette ambiance dans les rues que certains, notamment mes beaux-frères, tout ça me racontent. Et ceux qui vivent là, enfin moi ça fait 17 ans, je vais en Iran, voilà, on n'a pas encore senti. Il y a eu des moments difficiles après Ahmadinejad, j'étais là-bas dans les rues, c'était pas simple, mais ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment tragique. Voilà. Il faut le reconnaître comme ça, et moi je crois qu'il n'y a pas une heure que je ne pense pas. Bref, je vais essayer quand même, même si le cœur n'y est pas, voilà, vous faire partager un peu cette aventure que j'ai vécue en écrivant ce livre, parce que c'est une aventure. J'ai découvert, comme ça, incidemment, en cherchant quelque chose d'autre, le récit d'un jeune breton brillantissime qui était naturaliste, biologiste, ethnologue, qui va malgré lui devenir sur le terrain en Iran médecin, anthropologue, géographe, géologue. Il va passer 18 mois en Iran. Et ce personnage breton est pour moi significatif. Il accompagne la première mission archéologique française qui arrive à Chouch, donc dans le Khouzestan, dans le sud-ouest de l'Iran, et il arrive pour accompagner les véritables archéologues, et il va rester donc 18 mois avec cette équipe dans des conditions sanitaires. On est à la fin du 19e siècle, en 1885-86, les conditions, ils campent au début. Petit à petit, les archéologues français, pas eux, mais là, une autre équipe, va construire le fameux château de Chouch avec les briques de la ziggourate de Chorazambil, à quelques kilomètres. Mais eux, quand ils arrivent, ils sont sous les tentes. Alors l'hiver, il y a de la pluie, et puis l'été, il y a les moustiques, avec des chaleurs impossibles. Entre mai et novembre, ils ne peuvent pas fouiller parce que les conditions climatiques sont terribles. Leurs employés iraniens rentrent chez eux aussi, n'acceptant pas de travailler de jour par 43 degrés sous la cagna, quand il faut creuser pour ces fouilles de l'acropole achéménide de Chouch. Et il va se passer quelque chose, c'est que pendant la pause de l'été, sur ces 18 mois, le chef de la mission va dire à 2 personnes qui ne sont pas archéologues où c'est. Et puis un de ces
enfin celui qui va devenir un de ses copains, qui s'appelle Charles Babin, il va leur dire, écoutez, nous, avec ma femme, on ramène les caisses de ce qu'on a trouvé depuis 7-8 mois dans les fouilles, on les ramène à Paris, et ça sera au Louvre, et on va ouvrir les nouvelles salles du Louvre 2 ans après. Mais vous, pendant ce temps-là, je vais vous donner de l'argent, et puis vous allez vous promener dans le sud d'Iran, donc la région de Khouzestan, et puis vous irez jusqu'à Persépolis, et vous regarderez les vestiges qui sont sur votre route, vous noterez tout, parce que ça nous donnera peut-être des idées à nous, archéologues français, pour les autres qui viendront, d'ouvrir de nouveaux chantiers. Donc c'est ce périple que les deux vont écrire, des fois à 2 mains, des fois c'est tout seul, parce qu'il y a eu beaucoup de pages décrites, et qui racontent les mésaventures quand ils partent de Chouch avec les mulets, et les chevaux pour eux, les mulets pour porter le matériel photographique, qui étaient les grandes chambres photographiques avec les pieds qui pesaient je ne sais pas combien de kilos, qui vont perdre dans un des torrents du Khouzestan d'ailleurs, qui doivent traverser. Je vais vous lire des extraits de leur texte. C'est Indiana Jones en Iran à la fin du 19e siècle. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu dans cette aventure. Alors, donc là, j'ai pas le temps pour évidemment rentrer trop dans le détail, mais je vais juste vous donner des extraits pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, si je puis dire, du style d'ailleurs, comment ils évoquent, comment ils racontent leurs 6 mois de pérégrination entre Chouch, Persépolis, puis ils doivent remonter à Téhéran pour chercher un firman du Shah, parce qu'entre-temps, il y a eu des bisbilles politiques à l'intérieur des Rajas. Certains étaient jaloux, ne voulaient plus qu'il y ait les fouilles, enfin c'était un peu compliqué. Et donc, il faut des interventions du docteur Tolosan, qui était le docteur personnel du Shah à l'époque, un médecin militaire français, pour faire en sorte que Nasser el-Din Shah délivre un firman pour qu'il puisse reprendre les fouilles. Et ils vont aller, ils reçoivent un télégramme quand ils sont à Tarté Jamshid, et ils doivent aller avec leurs chevaux, donc tout ça à dos de cheval, hein, ils doivent remonter sur Téhéran pour aller chercher le firman et revenir pour retrouver les dieux de la foi qui rentrent de France au bout de 6 mois. Mais nous sommes le 17 décembre 1884, il est 19h15, ils sont à Paris, ils montent dans le train et les voilà partis pour Toulon, où ils vont s'embarquer pour la Perse. Alors, c'est qui? Il y a Marcel, il y a peut-être des noms de gens qui vont vous parler. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils partent à 6 de France. Il y a, on va dire, un archéologue. Enfin, un archéologue. On va considérer que c'est un archéologue par les autorités françaises. Il est polytechnicien, ingénieur des ponts des chaussées. Il s'appelle Marcel Dieulafoy. Ça sera le premier, on va dire, grand archéologue, malgré lui, à aller diriger les fouilles du chantier de Chouch, parce qu'à l'époque, on ne fait pas les fouilles comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de retrouver sur la terre, là, quand on fouille, tout doucement, avec la petite truelle et puis le balai brosse, comme ça, on essaie de retrouver, par exemple, les traces dans une boue fraîche. Il y a des empreintes qu'on séchait du pied de la ménagère qui habitait la pièce. Enfin, c'est très méticuleux ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, on cherchait les murs et les objets. Voilà. Donc, on le faisait avec de la main-d'œuvre locale. C'était des terrassiers qu'on employait sur le chantier d'ailleurs de Chouch. Ils vont passer par jour entre 30 et 1000 terrassiers. Donc au fur et à mesure, ça ne va pas se faire à leur époque, ça va se faire 10 ans après. Il y a un nouvel ingénieur des ponts et chaussées qui va installer des rails de chemin de fer avec des wagonnets, parce que cette argile, les murs étaient en argile des bâtiments. Si les colonnes, tout ça était en pierre comme à Tarté Jamshid, les parois des palais achéménites, puisqu'on est notamment sur des palais achéménites, pas seulement, mais aussi à Chouch, tout ça c'était en briques crues.
C'est-à-dire, c'est l'argile mélangée à de la paille hachée qu'on va faire sécher au soleil pendant 2 jours. Ça se fait encore, d'ailleurs. J'ai vu, là, au mois de décembre, je suis allé me balader du côté de Varamine. Ils étaient en train de restaurer ce grand site colossal, qui est le plus colossal d'Iran, ces fortifications ce qu'ils appellent le Calais Gabri ou Iraj. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient les mêmes techniques. Il y a des petits moules, et puis ils font sécher l'argile pendant 2 jours sous la cagnard. Bref, toujours est-il, alors Marcel Dieulafoy, qui est donc le chef de la mission, enfin qui est désigné comme tel. Son épouse, une sacrée bonne femme, Jane Dieulafoy, elle est connue parce que c'est un garçon manqué, pour des raisons de sécurité, elle se fait tondre les cheveux, elle est habillée en homme, et donc pour se fondre aussi dans l'équipe, parce qu'on leur avait dit, vous savez, là dans le sud, dans le Rouzestan, ils sont très religieux, donc une femme occidentale, habillée à l'occidental, comment ça va se passer? Donc elle a pris la décision d'être un homme. Voilà. Donc elle a l'apparence d'un homme, et elle est la journaliste du chantier. Elle fait énormément de photos qui sont conservées à Paris, à l'Institut national des beaux-arts. C'est en ligne même, on peut consulter ça sur Internet aujourd'hui. 6 albums photos, magnifiques, étonnants. J'en ai mis une là, elle n'a pas été très bien produite, mais c'est